Alors, il y a eu plein d'autres grèves. Je ne vais pas toutes les raconter, mais je les raconte. Il y a un chapitre sur les grèves à gogo dans mon livre. Il y avait quasiment des grèves. Il n'y avait pas un mois, des fois pas une semaine sans grève. Des petites grèves contre des sanctions, contre des augmentations de cadence, des changements de poste, voilà. Toujours, il y avait des grèves. Dans beaucoup d'usines automobiles, il y avait beaucoup de grèves. Enfin, en tout cas, Renault. Et il y a eu une autre grève en 78 qui a été très, très forte. C'était copier-coller de 73 sur la question des classifications et du P1, qui était en fait le maxi des OS, le maxi des coefficients des OS, qui démarre aussi à Billancourt et qui est suivi aussi à Afflins. Là, une grève assez dure, avec blocage des chaînes par les salariés. C'était pas facile parce que ça aboutit à ce qui est l'occupation des presses, parce que c'était aux presses, par les CRS, qui en fait expulsent les grévistes de l'atelier des presses. Ça, c'était un moment très très fort et très violent. Moi, j'ai trouvé que c'était un des moments les plus violents que j'ai vécu. C'était l'expulsion de grévistes par les CRS dans une usine. Et 43 licenciements, avec des délégués, mais pas que. Il y avait eu un comité de grève, je crois, en 78, plus ou moins en tout cas. Et il y a eu 43 licenciements avec très très, très peu d'ouvriers qui ont été sauvés malgré les plaidoiries de Thierry Grumbach, qui était un grand avocat et qui était l'avocat de la CFDT à Renault-Flins et de la CGT à Poissy. Voilà, donc ça a été des années un peu difficiles, mais ça a continué quand même, les grèves, parce que de toute façon, on ne peut pas arrêter. Et il y a eu d'autres grèves, dont une en 82, qui a été plutôt une grève assez importante et assez victorieuse sur aussi encore les mêmes questions. À chaque fois, les grèves prenaient la question des salaires, des coefficients, mais en fait, c'était pour remettre en cause le fait d'être OS, quoi, et de faire un travail répétitif où il n'y a pas d'évolution, on fait toujours la même chose, où c'est difficile, où toujours les cadences ou les rendements augmentent. Et c'est une manière, quand on dit qu'on veut être payé P1, d'être reconnu et de dire on veut évoluer dans la grille. Alors, la CFDT essayait de travailler sur l'évolution des conditions de travail, la transformation des conditions de travail, la remise en cause du travail à la chaîne, pour essayer de faire des travails enrichis, mais ça a été difficile de faire prendre en cause cette question. Je vais peut-être faire une petite pause pour raconter que Dominique nous lise la question du racisme au quotidien. D'accord, 197, 198. Combattre le racisme au quotidien, pas si facile. Le racisme au quotidien est insidieux, rampant. C'est plus palpable dans mon atelier de femmes, mais je sais que ça traverse aussi les secteurs où il y a plus de Français, dans les bureaux, à l'entretien, au contrôle ou au magasin de pièces de rechange. Bref, là où on ne côtoie pas réellement les immigrés. Comme dans les petits villages de campagne vides de tout étranger, où les scores du Front National monteront en flèche à partir des années 1980. Méfiance, défiance, clichés, amalgames, fantasmes, au détour d'une phrase, des remarques classiques et trop entendues du style « ils ne sont pas comme nous ». C'est toujours eux qui foutent le bordel. Sont eux qui fraudent et font les déficits sociaux. Je ne vais pas dans ce quartier-là, trop risqué, trop de racailles. Au début meurtri, je réagis vivement, colère à peine contenue. Mon opposition ouverte à ces attitudes racistes n'arrange rien, au contraire. Pourquoi tu les défends? Ils sont fourbes, incultes, méprisent les femmes. Tu ne vois pas qu'on n'est plus chez nous? Respirer, garder son calme. Essayer la pédagogie, l'explication. Je suis là pour ça, non? Je sais les illusions et les souffrances vécues par ces ouvriers discriminés, isolés, rejetés, méprisés. Pas facile à exprimer face à ces agressions verbales, sans en risquer en boomerang d'autres, inutiles. J'essaie de répondre par ma perception différente et vécue, avec des chiffres sur la réalité des coûts, le principe d'égalité, de fraternité, le refus de la division, l'histoire de la construction de la population en France et même du monde.
je pose d'autres questions logiques et raisonnées. Trop logiques, trop raisonnées. J'ose aussi la référence à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949, qui proclame la libre circulation des personnes sur Terre, sur laquelle il n'y a finalement que des étrangers. Le plus souvent, tout cela tombe à plat. Parfois, ça fait tilt et ça fait réfléchir. Sans parler de ce sentiment d'envahissement par les immigrés, utilisé à foison par l'extrême droite, exprimé de façon récurrente. Vision déformée du vécu quotidien. On voit 80% d'immigrés sur les chaînes, dans son car, sa cité HLM, au marché local. Alors c'est qu'il y a forcément le même pourcentage sur toute l'usine et dans non-ville. Raisonnement totalement irrationnel. Ainsi, même les chiffres donnés par la direction en CE, 40% d'immigrés sur le total des effectifs et 80% en chaîne, ne convainquent pas puisqu'on ne fait pas confiance au patron. Que faire devant autant de mauvaise foi? Je suis parfois désemparé, écœuré, lassé mais pas fataliste. Il m'arrive de laisser couler par un simple soupir révélateur de mon désaccord. Mais quand je ne lâche pas, j'arrive à instiller parfois le doute sur ces fausses vérités. J'expérimente vite comme une évidence que les occasions efficaces de renverser ces discours de rejet sont dans les liens et les combats quotidiens. Depuis 80, mes collègues savent que je vis avec un Marocain et je n'entends plus de remarques désobligeantes. On ne me dit plus avec un air entendu que je fricote avec les étrangers, comme après ma participation aux grèves de 73. Mais quand même, j'ai droit à des discours du genre « c'est pas pareil, il parle bien le français, il est délégué, il s'habille comme nous, mais il ne passe pas son temps à la mosquée. » Certains viendront me féliciter au CE de la naissance de notre fils en 89. Un immigré ne serait donc acceptable que lorsqu'ils se font mieux dans le désert et ne collent plus à ses coutumes. Il y a du chemin à faire pour arriver à l'égalité et à l'acceptation des différences. Merci Dominique. Je vais un peu accélérer parce qu'il faut qu'on puisse débattre. Je voulais juste vous parler les deux, effectivement, pour moi, les deux problèmes principaux que j'ai dû affronter, c'est la question effectivement du racisme et la question du machisme. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On s'en était rendu compte assez vite que la question du machisme, ça traversait pas seulement que les directions patronales, ni même les salariés hommes, mais aussi les organisations syndicales. La première fois en 72, je rentre donc au mois de mai, et c'est la fête des mères. C'est au mois de mai, hein. Et le CE, c'était en charge du CE, le cadeau de fête des mères, hein, traditionnel, etc. Et le CE était encore géré par la CGT. Elle était dans les années 83. Et je me rends compte que les femmes, elles vont avoir un cadeau unique. Et c'est un tablier de cuisine avec une manique pour servir les plats. En 72, c'était quand même le début des mouvements féministes. Donc c'était quand même assez choquant. Donc évidemment... nous, dans notre tract, on s'en donne à cœur joie pour dénoncer la conception très rétrograde de la CGT. Mais c'était très révélateur de l'époque. Le féminisme avait pas encore commencé à pénétrer les organisations syndicales. La CGT, après, a eu son journal Antoinette, etc. Il y a eu et même maintenant, elle est féministe, évidemment, comme la CFDT. À la CFDT, beaucoup plus, puisque, voilà, c'était un des exemples, beaucoup plus, puisque en 73, c'était le début du mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, et que nous, on avait proposé, avec un autre militant du PSU de l'époque, qui était dans la CFDT, de construire un MLAC. Un comité MLAC du mouvement pour la libération de l'avortement et la contraception. Ça n'a pas été facile, il y a eu un débat quand même dans la CFDT. Et le dirigeant historique de la CFDT, Paul Rousselin,
qui avait créé la CFTC et puis après qui avait créé la CFDT avec la déconfessionnalisation, était très très à gauche. Mais alors là-dessus, sur cette question-là, il était catholique, c'était impossible. Ça ne passait pas et il est parti pendant plusieurs mois. Il n'a pas du tout accepté qu'on était majoritaire hein, sur cette question dans le conseil syndical. Et ça a été une crise importante. Et puis finalement, le MLAC, on l'a construit. Moi, c'est vrai que j'étais assez sollicitée dans mon atelier par des femmes qui voulaient effectivement avorter avant la loi Veil de 75. Et c'est vrai que c'était un problème qui évidemment traversait les ouvrières, forcément, hein, la question de l'avortement et de la contraception. Je voulais vous parler aussi en tant que délégué, je parlais tout à l'heure de la façon dont les hommes traitait les femmes et j'ai été confrontée à un cas de conscience dans la défense d'un cas de harcèlement sexuel. On en a connu beaucoup. Il y en a un autre que je raconte plus loin, plus difficile, qu'on a connu dans les années 2000. Mais là, ça devait être dans les années 78 ou quelque chose comme ça. Et Dominique va vous lire parce qu'il pose aussi une question de pratique syndicale. C'était encore du temps où j'intervenais sur les chaînes de sellerie avant 78. Un jour, un ouvrier marocain d'une quarantaine d'années m'interpelle en bout de chaîne au fond du bâtiment, là où il y avait peu de personnel pour réceptionner les carcasses des voitures venant de la peinture. Dans un français approximatif, il me dit qu'il a reçu un avertissement et qu'il a besoin d'être défendu par un délégué. On le remplace pour que je discute avec lui. Et là, stupéfaction. Je comprends qu'on lui reproche de s'être exhibé devant une des collègues de son tronçon de chaîne. Il se défend car, selon lui, ce n'était pas grave, juste pour rigoler. En plus, il n'y avait pas de témoin alentour. Mon sang ne fait qu'un tour. Je ne m'imagine pas du tout défendre un tel cas. Je lui réponds que ça ne me plaît pas trop et que je vais enquêter avant de le défendre. Je pars voir l'ouvrière agressée, pas très loin. Cette femme, apparemment du même âge que l'agresseur, semble m'attendre. Elle est en colère, elle semble à bout et choquée. Pour elle, il l'a bien cherchée, car il n'arrête pas depuis des mois de l'ennuyer, avec des remarques, des gestes déplacés. Elle l'avait déjà signalé à son chef qui n'avait rien fait. Il profite que personne ne regarde pour sentir son machin, comme elle dit. Et ce n'était pas la première fois. J'interroge alors le chef, qui confirme et justifie cette sanction pour que ça ne dégénère pas. En mon fort intérieur, et forcément par empathie avec l'ouvrière, je me dis que le chef n'a pas tout à fait tort et qu'il inflige un avertissement ou une sanction minimale ne paraissait pas injustifié. Je ne cherche même pas à savoir si la femme aurait pu provoquer cette situation. Rien ne peut justifier un tel acte, que je considère comme une agression sexiste caractérisée. Je retourne voir l'ouvrier et lui annonce ma décision de ne pas le défendre en lui expliquant pourquoi. Incompréhension totale. Il m'insulte en me traitant de raciste. J'avais heureusement dit à mes collègues délégués CFDT de la sellerie comment j'avais résolu ce cas de conscience et qu'il serait gênant qu'ils le défendent. Si certains comprennent tout à fait, j'ai encore un doute pour d'autres. J'ai appris plus tard que l'ouvrier était allé voir un délégué CGT. Cet épisode me ramène à la question du délégué avocat qui devrait défendre n'importe quelle cause. La question de la nature de la faute n'est pas indifférente pour une déléguée du personnel. Savoir comment faire face sans y perdre son âme ni enfoncer un travailleur exige un minimum de pratique et de pédagogie syndicale qui s'apprennent avec le temps. Mais quand il s'agit d'atteinte directe à l'intégrité physique de la personne par un pouvoir de domination, telle la domination masculine, pourquoi devrait-on automatiquement défendre l'ouvrier agresseur? Dans le cas que j'ai évoqué, l'emploi n'étant pas en jeu et mon refus de défense se voulait finalement pédagogique en manifestant de fait un acte de solidarité avec la femme agressée. Une contradiction interne au camp des travailleurs où j'ai choisi naturellement le mien. Et ce ne fut pas la seule fois.
Merci. Voilà, je vais un peu terminer là-dessus, parce que je crois que le temps passe beaucoup. C'est vrai que finalement, au bout de toutes ces années, évidemment, c'est une école de la vie, c'est une école aussi de syndicalisme et de pratique politique, révolutionnaire, syndicale. Et c'est vrai, je dis que, en fait, on était rentré dans cette usine comme révolutionnaire pour faire la révolution. Révolutionnaire syndicaliste, oui, on voulait être dans les syndicats, bien sûr, pas pour les instrumentaliser, parce que c'est un outil indispensable de défense au quotidien. Mais en fait, on est devenus des syndicalistes révolutionnaires. Enfin, moi, je pense que je suis devenue une syndicaliste révolutionnaire, essentiellement. J'ai toujours les mêmes convictions. Je pense qu'il faut renverser ce système économique, politique, et changer le monde, et changer le rapport au travail, changer énormément de choses, changer les rapports entre les sexes, déconstruire le racisme et tout ça. Mais c'est vrai que ça met beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. Mais ça n'empêche qu'il y a eu beaucoup de défaites, mais il y a eu quelques victoires, parce qu'il y a eu quelques grèves victorieuses. Vous pourrez le découvrir en lisant le livre, notamment la grève du samedi matin, la grève des congés sans solde des travailleurs africains. Il y a eu des avancées sur la question des femmes. On a construit une commission femmes. On a fait des choses très intéressantes. Et je pense que on apprend en marchant, en fait, et puis l'usine aujourd'hui n'est plus du tout la même que ce qu'elle était, l'usine de Renault-Flin. Il y a eu, je raconte aussi l'histoire de la modernisation de mon atelier. Il y a eu, la direction voulait moderniser l'atelier de la couture. Bon, il y a eu des groupes de travail. Et là aussi, c'est une question intéressante de savoir, est-ce qu'il faut participer à des groupes de travail en tant que syndicaliste pour moderniser les conditions de travail? C'est pas un piège, c'est une question, hein. Et bon, on a fait l'expérience. Et puis, cette usine, en fait, s'est délitée. À partir des années 80, il y a eu la vague de néolibérale et la mondialisation néolibérale. Et toutes les entreprises, les grosses entreprises, ont mondialisé leur production et ont été faire les produits ailleurs. Parce que là où la main-d'œuvre est moins chère. Alors, ils ont commencé par externaliser tout l'équipement intérieur des voitures, dont les sièges et la couture, qui a disparu fin des années 80, la couture. Et puis, tout l'équipement intérieur, toutes les pièces il y avait beaucoup de pièces, les planches de bord, ça a été monté à flin, étaient même plus ou moins pré-monté. Et il y a eu la robotisation. Donc ça, l'externalisation, ça a été important. Pas forcément à l'étranger, hein, parce que la couture, elle a été externalisée à Bonnières, à côté pas très loin. Mais c'était le textile, donc c'était moins cher. Et puis les femmes étaient payées aussi au rendement. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été externalisées. Il y a eu certaines robotisations en peinture, ce qui n'est pas une mauvaise chose. La robotisation... avec la cataphorèse, quand ça supprime des nuisances qui détruisent la santé des travailleurs, ok, c'est bien. Encore faut-il que ça ne supprime pas des emplois, qu'on trouve d'autres emplois, ou qu'on réduise le temps de travail de façon conséquente pour que ça ne détruise pas l'emploi. La robotisation en tôlerie, dans les pièces de tôlerie, et d'autres endroits, c'est vrai qu'il y a eu ça, et il y a eu aussi tous les départs qui n'ont pas été remplacés. C'était une usine qui commençait à vieillir dans les années 80-90. Et il y a eu beaucoup de départs, de plans de départ et de plans de départ à la retraite qui n'ont pas été remplacés. Ce qui fait que pour continuer à vivre, Renault a fait faire d'autres modèles ailleurs. Donc on a perdu quand même, ça fait moins de modèles, d'une part, de voitures. Il y en a qui ont été faits en Espagne, puis dans d'autres pays encore plus loin, en Roumanie. Et Renault a finalement réduit ses effectifs. Là, on en est à 2000. Je crois qu'il y a 2400 CDI. Ils disent qu'ils embauchent, mais il y a 2400 CDI ou 2300 CDI, je crois à peu près. Enfin, et plus de 2000 intérimaires encore. Alors, la majorité des intérimaires sont sur chaîne. Avant, il y avait donc 80% d'immigrés, mais aujourd'hui, il y a plus de 80% d'intérimaires qui sont les enfants de ces immigrés et qui sont intérimaires. Et en fait, au niveau des effectifs, on est revenu à peu près aux effectifs du départ, des années 50. Bon, certes, il y a moins de voitures, on en fait moins, il y a moins de modèles, mais on en est arrivé là. Et
il y a eu aussi il y a eu une casse des collectifs de travail de façon importante. Et le syndicalisme s'est quand même petit à petit écroulé, je trouve. Et l'intérim, les CDD, il y a beaucoup de CDD, il y a des apprentis, il y a beaucoup d'entreprises extérieures qui sont sur place, il y a l'intérim, il y a une déconstruction des collectifs de travail. Bon, il y a eu une autre raison aussi, c'était un accord dont je parlerai plus tard peut-être, de troisième équipe qui a fait que le temps de travail en équipe a été basculé en fin de poste. C'était un débat dans la CFDT d'ailleurs qui a un peu fracturé la CFDT dans les années 90. Et du coup, les ouvriers ne restaient pas manger à la cantine. Et le fait que les ouvriers ne se rencontrent plus à la cantine, il n'y avait plus de lieu social pour discuter, parler de ce qui se passait dans les ateliers et éventuellement s'organiser et construire des combats. Et ça a été une fracture importante au niveau social dans l'usine, le fait que les ouvriers ne mangent plus à la cantine. Voilà, donc le bilan que je tire est plutôt mitigé, mais bon, je ne regrette pas toute cette période parce que c'était extrêmement enrichissant et moi je me suis construite et je pense qu'on a construit des choses qui resteront. Voilà.